Dans le premier épisode de l'interview de Gwendoline, professeure de mathématiques spécialiste dans les troubles 10 et les enfants HPI, nous avons vu justement les points communs et les différences entre ces deux profils. À présent, Gwendoline va nous parler de sa méthode, une méthode quasi universelle qui peut s'appliquer pour tous les profils d'enfants qui doivent travailler les mathématiques. Je vous laisse avec Gwendoline. Comme la dernière fois, je vous demande, là encore, vous savez que c'est la même série, votre indulgence pour la qualité de l'image et du son. Concentrez-vous sur le message de Gwendoline, vous en retirerez énormément de choses. Alors, il faut savoir effectivement que je n'ai pas que des élèves 10 HPI, j'ai aussi des élèves qui n'ont pas de troubles. C'est juste de mauvaises méthodes de travail. Et donc, dans comment aider les élèves, comme ça, je regroupe tout le monde. Et la première chose, c'est l'apprentissage de la leçon. Je leur dis, tu peux pas lire ta leçon, c'est pas apprendre. Donc, tous les élèves, je vais leur dire, 10 HPI ou pas, en disant, ta leçon, c'est primordial, parce que je leur donne une petite liste de questions pour les aider. Je leur dis, tu vois, nous, c'est ça qu'on attend au niveau de la rédaction. Et la première étape, une fois que j'ai trouvé le chapitre, évidemment, puisque je leur dis, quand tu es face à un exercice, si c'est par exemple sur le théorème de Pythagore, bah, c'est facile. Mais parfois, le prof, il va te donner un exercice et ce ne sera pas forcément le théorème de Pythagore. Donc, ne fais pas du théorème de Pythagore tout le temps, juste parce qu'en ce moment, tu es dans ce fameux théorème. Donc, il faut que tu apprennes à réfléchir. Du coup, je leur donne une petite liste de questions et ça aide bien souvent les 10, parce que les 10, comme ça permet de les aider à raisonner et ça aide en même temps les HPI qui ne savent pas restructurer la pensée. Du coup, ça permet de les aider. Donc, cette petite liste de questions, elle est universelle et elle peut aider tous les enfants. Donc, on trouve le chapitre, évidemment. Une fois qu'on a trouvé le chapitre 2, on trouve la formule. Au collège, c'est facile. Il n'y en a généralement qu'une. Au lycée, il y en a au moins 5, enfin 4, 5, 6. Et donc, c'est pour ça que les élèves ont beaucoup plus de difficultés au lycée parce qu'une formule, c'est facile à retenir. Mais quand il y en a 4 ou 5, en 15 jours, on fait un chapitre au lycée, donc ça va très, très vite. Et donc, ils voient une formule par jour, et à la fin, ils sont un petit peu perdus. Et donc, ma petite liste de questions permet de restructurer, un petit peu comme une recette de cuisine. Je prépare mes ingrédients, enfin, mon saladier, je sors ma farine, mes œufs, mon sucre, et après, je lis ma recette, et je fais dans l'ordre. Eh bien, moi, c'est un petit peu ça que je leur donne, une petite recette. Une fois qu'on a trouvé la formule, on l'écrit, on remplace toutes les lettres par les nombres de l'énoncé, et après, on détaille le calcul. Et on détaille bien, surtout, on ne va pas trop vite parce que le prof, il attend les détails aussi pour savoir comment on fait, si on a respecté les priorités opératoires. Donc, on pense bien détailler, on ne fait pas juste tout le calcul sur la calculatrice et on ne balance pas la réponse surtout. Et une phrase réponse. On fait une phrase réponse qui est liée au calcul. Je ne sais pas, moi, si le calcul, l'exercice parlait d'air et qu'il fallait trouver la longueur, on dit la longueur est 2, puis on marque les unités. Et après, on relit sa consigne pour voir si on a bien répondu parce que parfois, on a besoin d'utiliser 2 ou 3 formules, ça arrive, hein, pour répondre à un seul problème. Et je leur dis, ça, c'est la recette pour n'importe quelle question et n'importe quel exercice de mathématiques. Tu dois faire comme ça. Tu me dis, hein, si je suis une bonne élève. Donc, le chapitre. 2, la formule. On la trouve et on l'écrit. On remplace les lettres de la formule par les chiffres, on fait le calcul, ligne par ligne. Alors, je me permets d'insister sur ton dernier point, effectivement, la phrase réponse, parce que d'expérience, c'est vrai que beaucoup d'enfants, une fois qu'ils ont fini leur calcul, ils ont fini, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, en fonction des enfants, ils oublient. Par exemple, si c'était calculer la longueur et qu'il fallait d'abord faire la largeur pour trouver la longueur, eh ben, ils oublient et hop, et je dis, mais t'as répondu à la question là je sais plus. Je dis, bah, relis. Ah oui, ah bah non, parce qu'ils m'ont demandé autre chose. Je dis, donc tu relis pour voir si vraiment ta dernière phrase qui correspond au calcul correspond bien à la réponse de l'exercice. Tu dois y revenir, en fait. Ils ont l'impression de perdre du temps en suivant ma liste de questions. Je leur dis, mais non, c'est pas du temps de perdu parce que ça permet de te structurer. Et sur chaque étape, le prof, il va te mettre des petits points. Même si ça aboutit pas, il va te mettre des petits points parce qu'il va savoir. Et je dis en même temps, toi, tu travailles. C'est ça, tu es en train de travailler. Même si tu ne trouves pas à un moment donné, je leur dis toujours, tu paniques pas au début, tu paniques qu'à la fin quand tu n'as pas trouvé. Je voudrais ton avis justement sur le fait que quelquefois, pour répondre à une question, il y a des étapes intermédiaires. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs calculs, comme tu dis, qui vont répondre à des questions intermédiaires qui n'étaient pas énoncées. Qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est une perte de temps ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait aider les élèves de commencer par, quand ils font leur sous-calcul, si je puis dire, de commencer par une phrase qui dit ce qu'ils font? Je calcule d'abord ceci, je calcule d'abord cela. Est-ce que c'est pertinent ou pas du tout?
Tout dépend. Alors, il y a des enseignants et ça va être plutôt les enseignants du privé qui exigent ce genre de phrase. Je calcule la hauteur, après je calcule la largeur. Ça peut être bien pour structurer. Ça l'oblige à savoir, ça l'oblige à expliquer à quelqu'un d'autre. Parce qu'ils disent souvent, ah, c'est mon cahier, je fais ce que je veux. Alors oui, mais t'écris pas pour toi. En fait, tu écris pour les autres. T'imagines si le prof, il rédige sa leçon en disant, ouais, je fais ce que je veux, c'est que pour moi. Non, il structure son cours pour que toi, tu comprennes. Il écrit pour toi. Et toi, en retour, tu écris pour lui. Tu n'écris pas pour toi. Alors oui, c'est vrai, c'est ton cahier, mais tu dois être capable de, par exemple, si tu le prêtes à quelqu'un, il doit être capable de le relire. Si l'enseignant te le prend, il doit être capable de comprendre. Donc, tu n'écris pas pour toi, tu écris pour les autres. Donc, je trouve ça bien. C'est pas une obligation, mais c'est pas mal de dire ce qu'on calcule. J'avais dans l'idée que ça pouvait effectivement structurer même visuellement. Ceci étant, je nuance mon propre propos parce que la phrase de réponse à chaque fois joue aussi ce rôle finalement. Oui. Mais disons que peut-être qu'en marquant ce que je vais faire, voilà, je vais calculer ceci ou je vais calculer cela, ça évite peut-être à l'enfant justement de se perdre et de se dire ah mais en fait j'ai pas répondu à la question, j'en suis qu'à l'étape intermédiaire. En fonction des enfants, ça peut aider. Les enfants 10, je suis pas sûre parce que vraiment ils oublient tellement vite que ça peut aider pour la majorité des élèves, on va dire. Et puis j'imagine que ça peut aussi ajouter une difficulté supplémentaire pour un enfant dyspraxique notamment, Oui, c'est ça. voilà, qui a déjà du mal à passer à l'écrit, ça peut être compliqué. Tous les enfants 10 ont beaucoup de mal à l'écrit, ils n'aiment pas ça. Parce que pour eux, c'est difficile, c'est un exercice difficile. Mais pourtant, tous les examens, je le répète, les exercices sont à l'écrit. Donc en fait, il faut faire travailler l'écrit, c'est vraiment important. Et quand on travaille l'écrit, en fait, on se rend compte qu'on développe aussi l'expression orale finalement. Les connecteurs logiques sont tout aussi importants à l'oral qu'à l'écrit. Et en fait, ça va un peu de pair. J'imagine, c'est un peu comme en langue, en anglais. Quand on travaille l'oral, on travaille aussi l'écrit et vice-versa. Oui, ça se nourrit mutuellement. Ça va nous donner une bonne transition vers notre troisième partie sur l'usage de l'outil informatique